La malédiction de la Vologne, 34 ans d'errement judiciaire, de passion et de tragédie. Saura-t-on un jour la vérité? Sur quelle piste, sur quelles hypothèses la justice travaille-t-elle aujourd'hui? Le nom du ou des meurtriers se cache-t-il dans les milliers de pages de l'instruction? Des meurtres d'enfants, des drames familiaux, malheureusement, l'actualité nous en fournit des exemples régulièrement. Mais l'affaire Grégory a marqué la mémoire collective. Pourquoi a-t-elle dépassé le cadre du simple fait divers? On va essayer de comprendre avec nos invités ce soir. Et nos invités, je vous les présente. Bonsoir à tous. Maître François Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat, l'un des avocats des parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemain. Face à vous, c'est assez rare d'avoir deux avocats, deux parties prenantes. Maître Gérard Welzer, bonsoir. Bonsoir. Qui est très jeune avocat quand vous êtes parti à Épinal pour vous occuper de défendre Bernard Laroche. Depuis, vous continuez à défendre cette famille et vous avez écrit l'affaire Grégory ou la malédiction, vous aussi, de la Vologne, des vérités dérangeantes d'un avocat au cœur du dossier. À vos côtés, Étienne Sesma, bonsoir. Bonsoir. Aussi, vous étiez au cœur du dossier dans les toutes premières semaines en tant que capitaine de gendarmerie à Épinal. Vous avez travaillé pendant plusieurs semaines. Puis aujourd'hui encore, c'est une affaire qui continue à vous occuper, on va dire, vous nous en parlerez. Les deux affaires Grégory, c'est un livre que vous avez également publié sur cette affaire. Catherine Tardrou, c'est vrai que l'affaire Grégory, quand on est journaliste, qu'on est sur le terrain, c'est une affaire qui marque, elle vous a marqué. Oui, bonsoir. elle m'a marqué. Voilà, vous étiez journaliste au Parisien. Vous nous raconterez comment justement à l'époque on travaillait sur ce dossier, ce que ça représentait pour un journaliste et pour l'opinion publique. Christophe Gobin, bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Est républicain. Vous êtes mis sur cette affaire il y a quoi, une dizaine d'années, quinzaine d'années. 2004. Voilà, mais depuis, vous avez essayé de la comprendre, de prendre de la distance, et notamment ce que cette affaire a laissé comme séquelles dans cette vallée de la Vologne que vous connaissez bien. Christophe Dubois, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez coécrit avec Pierre Hurel cette série. C'est un gros travail d'archives, des documents inédits, des témoignages, des mises en perspective. Et puis, il y a ce titre qui frappe au premier générique, La malédiction de la Vologne. Ça veut dire qu'il y a une sorte de fatalité, on ne peut pas échapper au malheur dans cette affaire. Il y a une espèce de mauvais sort qui évidemment, qui commence avec l'acte original, la mort de cet enfant, qui n'est pas une mort tout à fait comme les autres. Il y a une dimension de rituel sacrificiel. Ses pieds, ses mains liés dans la Vologne. Donc voilà, déjà le point de départ de cette dramatique affaire est hors du commun. Lorsqu'on fait un bond dans le passé, on s'aperçoit finalement que dans cette vallée, dans ce périmètre géographique assez clos, on parle d'une vingtaine de kilomètres carrés, on a une série de drames qui remontent aux années 40, que les parents des uns et des autres, il y a déjà eu des drames, des enfants qui sont morts, de morts violentes, il y a eu des suicides, et c'est vrai que tout ça remonte à la surface, j'allais dire à la surface de la Vologne dans les années 80, et si on fait un bond dans le futur, et jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que c'est une affaire qui est ponctuée de drames. Donc il y a eu la mort du petit Grégory, la mort de Bernard Laroche, dramatique également. Le président Simon, qui avait repris l'instruction, qui n'a jamais réussi à finir cette enquête et qui est mort des suites d'une crise cardiaque. Et la mort du juge Lambert, effectivement, au moment de la relance de l'affaire. Donc de ce point de vue, il y a effectivement une espèce de sort assez fatal qui fait que cette affaire, à ce jour, reste totalement non résolue. Alors on va essayer de décrypter tout ça, ces 34 ans, et finalement à la fois d'errance judiciaire, d'impasse et de tragédie humaine, beaucoup de tragédies humaines finalement dans ce dossier. Pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans la mémoire collective? Des adolescents autour de moi me disaient mais pourquoi des enfants qui meurent, des drames et des crimes qu'on n'arrive pas à résoudre, il y en a beaucoup. Pourquoi celle-là, vous, Catherine, qui étiez sur le terrain? Alors moi, j'ai plusieurs explications, enfin si ce sont des explications. D'abord, il y a un milieu extrêmement clos et en fait, je crois que les Villemain, le jeune couple, Christine, Jean-Marie, c'est quelqu'un comme vous et moi, comme vos voisins de palier, et ce drame atroce vient s'abattre cette famille, ce jeune couple qui est plutôt sympathique. En plus, il y a le phénomène du corbeau. Alors là, le corbeau, je crois que c'est une espèce de manie française. Il y a eu le film de Clouzot, je veux dire. Pendant la guerre, il y avait des gens qui se dénonçaient les uns les autres. Et le corbeau, je crois que c'est quelque chose de typiquement français. Le meurtre sans le corbeau, non. Là, il y a le corbeau, il y a une mère qu'on va assez vite soupçonner d'avoir tué son fils, et ça peut vous arriver à vous. Donc je crois que c'est ça. Étienne Sesma, vous étiez vraiment, après les premières heures, après qu'on ait découvert ce corps, vous étiez
jeune capitaine de gendarmerie à Épinal, 30 ans, c'est votre première grosse affaire. Est-ce qu'à ce moment, précisément, vous comprenez que vous êtes face à une affaire atypique, hors norme? On comprend très vite qu'on est face à un crime hors du commun, puisqu'il est il est exceptionnel qu'un enfant soit assassiné dans ces conditions et pour ces raisons-là. Généralement, les enfants sont victimes de sévices sexuels, de maltraitance. On retrouve aussi des affaires liées à de l'argent, à des rançons, des choses comme ça. Là, Grégory, c'est totalement différent. Grégory est tué pour un motif purement psychologique. On l'a dit tout à l'heure, il est sacrifié à cette haine folle que l'on voue à son père. On ne tue pas Grégory pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. La victime, la cible, c'est son père. Et ça, d'emblée, on a pris conscience du fait qu'on était sur une affaire hors du commun. Ça, ajouté au fait qu'on a très vite, avec la lettre du 16 octobre et les archives que nous avons retrouvées, nous sommes très vite projetés dans le passé et nous avons découvert qu'en fait, l'affaire Grégory, elle commence 3 ans avant. C'est ce que disait Christophe, c'est finalement, il y a les germes du drame bien avant. Bien avant. Et on retrouve même dans les écrits du Corbeau, donc qui datent du mois d'avril et mai 1983, 1 an et demi avant, on retrouve des allusions au mioche, au fils du chef. Donc c'est dans la tête du Corbeau assassin, déjà depuis de longs mois. Et d'ailleurs, c'est le père de Jean-Marie Villemain qui est initialement visé de manière par les lettres du Corbeau. Par les lettres et par les coups de fil. Alors c'est vrai que le Corbeau, il se manifeste aussi avec l'arrivée du téléphone. Donc on parlera peut-être aussi de l'évolution sociologique de cette région, mais c'est vrai que ça a favorisé aussi ce fait effectivement très marquant de l'affaire Grégory. Mais c'est vrai que Jean-Marie Villemain n'est pas la cible initiale, c'est de manière très appuyée Albert Villemain, et on fait référence à son propre père qui s'est suicidé. Donc on voit bien que les racines, que l'auteur de ces lettres a une connaissance assez fine de l'histoire familiale depuis les années 40. C'est vrai que c'est le Corbeau qui fait l'affaire. C'est le Corbeau. C'est le Corbeau. Ah oui, c'est le Corbeau. Et puis le fait que ce soit un assassinat, ça arrive jamais, les assassinats d'enfants. C'est des meurtres, c'est-à-dire des choses des pulsions sexuelles ou autres, un tueur en série. Oui. Le fait que ce soit prémédité, le fait qu'on ait réfléchi avant à commettre le pire, tuer un enfant, et qu'ensuite, après, on vienne le revendiquer avec une lettre, c'est ce qui rend d'emblée l'affaire hors du commun, quoi. Maître Welzer, quand vous arrivez là, vous avez 29 ans, vous venez défendre Bernard Laroche, est-ce que vous dites bon, c'est une affaire assez classique, finalement, je vais à Épinal, voilà, je suis face à quelque chose de classique. La mort d'un enfant dans ces conditions n'est bien évidemment pas classique. Mais je ne pouvais pas prévoir que 34 ans après, je serais en face de vous. Le livre que j'ai écrit, qui a le même titre que votre émission, Monsieur Dubois, La malédiction de la Vologne. Pourquoi la malédiction de la Vologne? Et pourquoi cette affaire a pris autant d'importance et qu'on en parle encore aujourd'hui? Le 16 octobre 84, il y a la mort de cet enfant. Et vous l'avez dit, il y a d'autres morts d'enfants affreuses. Il n'y a pas de guerre du Golfe. L'actualité est calme. Et le fait divers ne va pas être élucidé. Si 2 ou 3 jours après, on avait arrêté le coupable, 34 ans après, on n'en parlait plus. Grégory était malheureusement la victime et il n'y avait pas d'autres victimes. Mais c'est devenu un feuilleton, et un feuilleton macabre. Et 34 ans après, on ne sait toujours pas. Arrestation de Bernard Laroche, qui a été innocenté puis assassiné. Puis après, inculpation de Christine Villemain, qui a été blanchie, qui a été innocentée. Puis après, M. Simon reprend l'affaire, et on le voit bien dans votre émission, M. Dubois, M. Simon. La malédiction de la Vologne, c'est quoi? On a montré du doigt M. Lambert. Le premier juge d'instruction. Premier juge d'instruction. Le petit juge, celui qu'on a d'ailleurs surnommé le petit juge. Qui est une victime qui s'est malheureusement donné la mort à la réouverture. En 2017. On a dit, oh là là, il n'a pas bien fait, etc. On va nommer quelqu'un d'expérimenté, M. Simon, il n'y a pas de souci. On a nommé quelqu'un d'expérimenté qui, semble-t-il, n'aimait pas les médias. Hop, interview exclusive, vous l'avez montré à la 5e chaîne, Paul Lefebvre, cet habile et ce talentueux journaliste. Et puis, il se fait piéger par Jean-Paul Pradier. Et puis, on voit ces carnets où... on en reparlera, effectivement, du juge Simon. Donc, le mystère explique cet attrait. Et le feuilleton macabre. Le feuilleton macabre. Pourtant, c'est vrai qu'au début, on peut penser que cette affaire, on peut la résoudre rapidement. On sait que c'est dans un cercle réduit, mais en même temps, c'est un arbre généalogique. J'imagine, Maître Saint-Pierre, vous, ça fait plus récemment que vous êtes plongé dans le dossier. Il a fallu se plonger dans cet arbre généalogique qui était très présent dans votre documentaire. On va peut-être revoir des bouts. C'est un clan, c'est une sorte de tribu, les Villemain-Jacob, c'est une centaine de personnes. Maître Saint-Pierre. Mais quand Gérard Welzer dit que Bernard Laroche a été innocenté à l'époque, pardon, mais je ne vois absolument pas à quoi il fait référence. En revanche, ce qui est sûr,
c'est que Christine, elle, a été innocentée par la justice après avoir été injustement accusée. Et je crois que la très grande souffrance de ce drame est portée par Christine, qui a été accusée d'avoir tué son propre enfant à tort. Et 34 ans après, elle et Jean-Marie sont toujours animés par la flamme de trouver la vérité et de savoir enfin qui l'a tué, cet enfant. Et moi, je crois que 34 ans après, contrairement à ce que vous croyez, Gérard Welzer, il est possible que les langues se délient. Alors on va en parler, si vous me permettrez, Maître, on va en parler un peu après. Moi, je voudrais notamment pour les jeunes générations qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui encore on en arrive à ne pas avoir d'assassin et à en parler encore aujourd'hui. Et je voudrais pour les jeunes générations notamment, parce que nous, Grégory, c'est vrai que ça a tellement occupé les médias dans les années 80. Voilà, mais pour les jeunes générations notamment, on parlait de cet arbre généalogique, c'est 100 personnes, on s'y perd. C'est trois grandes familles. Donc la famille Villemain, c'est 6 frères et sœurs. La famille Boll, c'est 10 frères et sœurs. Et la famille Jacob, c'est 13 frères et sœurs. Donc évidemment, ça multiplie. Si on part du principe que le corbeau est dans l'environnement familial, aussi large soit-il, ça fait déjà énormément de pistes. Et c'est vrai quand même... Un climat très lourd entre ces familles. Il y a beaucoup de rumeurs, plus ou moins fondées. Il y a de la jalousie. Il y a effectivement des histoires d'inceste. Il y a des enfants illégitimes. Donc tout ça brasse. Et on a l'impression que la Vologne charrie depuis des années. Et pardon d'être... Ça n'est pas la caricature, il y a aussi un fond d'alcoolisme lourd, de violence lourde, qui est d'ailleurs décrite par le maire Jomonzé de manière assez claire. Et donc tout ça fait quand même un cocktail assez explosif. Un cocktail avec une vallée où on ne parle pas. Vous nous en parlerez, Étienne Sesma, de justement cette difficulté de recueillir le témoignage à l'époque. Mais c'était votre collègue à l'époque qui justement dit dans le documentaire qu'il se heurte à un mur. La piste de la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne donne absolument rien. Absolument rien, il n'y a absolument aucun élément. Comment? La grand-mère est là, mais oui, mais la grand-mère ne dit rien. La grand-mère ne dit rien, la grand-mère ne dit que des banalités, et nous n'avons rien de plus. Et pourtant, on a l'impression que ça sait, que les gens ont l'air de savoir de qui il peut s'agir. Mais oui, mais enfin, il y a beaucoup de racontars aussi. Vous savez, quand on questionne les gens, ils savent toujours tout, et lorsqu'on va au fond des choses, lorsqu'on leur pose des questions bien précises, comme par hasard, ils ne savent plus rien. Alors, comme je vous ai dit déjà à midi, on est dans une région aussi où les gens ont une mentalité relativement fermée. Il est très difficile d'établir le contact avec eux. Surtout quand on y va avec un uniforme de gendarme, il y a une espèce de rétention qui se produit. Et malheureusement, il y a une espèce de mur qu'on n'arrive pour le moment pas à percer. Il y a un mur, il y a un véritable mur. On se heurte à un mur pour le moment. On se heurte à un mur. C'est ce que vous avez connu, Étienne Sesma, quand vous étiez capitaine de gendarmerie à Épinal, aux premières heures, aux premiers jours de l'enquête? C'est vrai qu'on a été étonné d'avoir peu de témoins sur les faits. Les faits se passent pourtant en plein jour. On tire la ficelle d'une bobine d'une affaire qui est très ancienne, qui concerne beaucoup de personnes. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous parlent. Mais on a aussi très vite la conviction que ce ne sera pas facile. Parce que on travaille avec les experts sur la personnalité du corbeau. Et on sait que ce corbeau, qui n'a pas été démasqué par toute la famille, on pourrait dire plutôt les corbeaux, parce qu'il y a plusieurs corbeaux. Mais enfin, ces corbeaux n'ont jamais été démasqués pendant toutes ces années par la famille. Donc on sait qu'on est à la recherche de quelqu'un qui, d'emblée, va nous surprendre. Quelqu'un qui a une double personnalité, quelqu'un qui a toutes les apparences, certainement, de la bienveillance, de l'amabilité à l'intérieur de la famille, et pourtant qui est nourri d'une haine à l'encontre de la famille en général, et plus spécifiquement à l'encontre de Jean-Marie Villemain. On voit que, encore une fois, il y a plusieurs corbeaux qui agissent, et il y a deux niveaux d'activité du corbeau. Il y a une activité globale qui se passe au début, notamment avec les coups de téléphone, qui cible vraiment la famille Villemain, les grands-parents Villemain. Et on sait que ça se passe à Aumonzé. Et là, on ressort toutes des histoires anciennes, etc. Et puis, on voit que petit à petit, à côté de ça, il y a une focalisation particulière contre Jean-Marie.
contre le chef, sa réussite. Il y a une jalousie qui se développe propre à sa personne. Il y a donc qui est lié quoi au fait qu'il soit contremaître, qu'il ait réussi entre guillemets un peu mieux que peut-être d'autres branches de la famille. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a été nommé contremaître à la force de sa personnalité. Il est jeune, il a 24 ans, il est nommé contremaître. Ça a été un coup de théâtre dans cette famille. Et qui le montre peut-être un peu trop. Hein. D'ailleurs, il est fier, à juste titre, de son parcours. Et, de son dernier canapé en cuir, à un moment donné. Il y a sa R21, je crois. Et donc, il est un peu ostentatoire et probablement que ça, à un moment donné, crée des... Ça exacerbe des jalousies. Maître Saint-Pierre, est-ce qu'il a été conscient, est-ce que vous avez discuté de ce qui a pu éventuellement attiser cette jalousie, ces haines? Est-ce qu'il a essayé, lui, aujourd'hui, votre client, de comprendre au bout de 34 ans? Vous savez, Jean-Marie Villemain, c'est quelqu'un de très réfléchi, très introspectif, autocritique. Ce qui aura marqué sa vie, au-delà de la mort de son fils, c'est l'assassinat de Bernard Laroche. Et il n'en est pas fier. Il le porte comme un fardeau tous les jours, c'est bien évident. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a été acculé à commettre ce crime? Comment il le vit aujourd'hui et comment pourra-t-il... Je voudrais juste qu'on ne déroule pas tout de suite le fil de l'histoire. Juste, est-ce que vous discutez de tout ça, du contexte de l'époque, de ce qui s'est passé en 84, de ces jalousies qui montaient? Est-ce que ça, dans le travail qu'on a avec un client, est-ce que vous l'avez fait, vous, les avocats, autour de lui? C'est absolument essentiel. Il faut toujours contextualiser, mettre les choses en situation. Qu'est-ce que vous avez compris de ça, vous? Mais Jean-Marie Villemain exprime les choses très clairement. Lorsque son fils est assassiné, il est absolument accablé. Bon, très rapidement, l'enquête démarre. Il se trouve que Bernard Laroche est arrêté. Pour lui, pour Christine, c'est quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. C'est dans la famille. Mais bien sûr, bon, c'est atroce. Et puis le voilà libéré. On ne comprend pas très bien les choses. Il se trouve que Jean-Marie va se retrouver assez seul à ce moment-là. Seul avec, comme il le dit, son chagrin dans le sang. Et c'est ça qui va le jeter dans le crime qu'il a commis et dont il souffre terriblement des années après. Voilà. Mais je voudrais apporter une précision, s'il vous plaît. François Saint-Pierre, mon ami François Saint-Pierre, n'était pas là à l'époque. Il faut tout de même être précis. Jean-Marie Villemain va assassiner, je suis content d'entendre qu'il porte ça comme un fardeau. Il va assassiner Bernard Laroche le 29 mars 85. Il va assassiner Bernard Laroche 4 jours après que le 25 mars 85, le juge d'instruction Lambert lui ait signifié les premières expertises d'écriture régulières qui mettent hors de cause avec certitude Bernard Laroche. C'est-à-dire que, et je l'ai dit en 93 à Jean-Marie Villemain, c'est une particularité. C'est qu'il a un double statut. C'est une victime, c'est le père de Grégory Villemain et il a toute notre compassion, je l'ai dit en 93. Et c'est aussi, vous l'avez rappelé, François Saint-Pierre, un assassin. Et aujourd'hui, lorsque je vois dans l'émission Christophe Dubois, Thierry Moser venir dire aujourd'hui, Jean-Marie Villemain, c'est un super juge d'instruction. Et vous l'avez dit aussi, François Saint-Pierre, il s'intéresse beaucoup. On ne peut pas être victime et être juge d'instruction, et on ne peut pas être victime et avoir assassiné. Parce que comment voulez-vous que Jean-Marie Villemain, qui est une victime, ait le recul nécessaire? Il est obligé inconsciemment de se dire « j'ai assassiné Bernard Laroche et c'était lui ». S'il vous plaît, je voudrais qu'on... C'est vraiment pour la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, on en est, ce qu'on recherche, qui travaille encore dessus et comment vous travaillez l'un et l'autre dessus. Je voudrais juste qu'on comprenne ce qui en fait une affaire atypique. Christophe Gobin. Ça aussi. Ça en fait, cet échange auquel vous avez assisté, ça en fait aussi une affaire atypique. On est en train de parler d'événements qui remontent à il y a plus de 30 ans. Il y a toujours le même antagonisme, la même passion. Donc ça aussi, ça en fait une affaire atypique. C'est que ça résiste même à l'écoulement du temps. Ça peut paraître un petit détail, mais il y a quand même une image qui est extrêmement forte. C'est l'image de ce petit garçon, pieds et poings liés, que des pompiers ressortent de l'eau. Qui va faire la une de Paris Match, qui va choquer, qui va émouvoir tout le monde. C'est une photo, on avait
pratiquement jamais vu de photo comme ça. C'est sûrement impubliable. C'est quelque chose C'est une photo de d'épouvantable. la Liberté de l'Est. Moi, j'y ai travaillé dans le journal, j'ai connu le photographe qui a... Mais c'est la première fois qu'on voyait ce type de photo, parce qu'on est vraiment dans le côté sacrifice que vous disiez d'un enfant. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle qu'on voit. C'est pas celle-là. Non, la photo historique, c'est pas celle-là. Ouais. C'est juste Oui. avant qu'il soit Ouais, sorti, voilà, c'est ça. mais on voit sur le côté le pompier qui porte déjà le corps de Grégory. Il y en a une, bon, moi j'ai travaillé avec le photographe qui l'a pris, donc il m'a expliqué dans quelles conditions il l'avait prise. Il l'a pris un peu au hasard, son appareil ne marchait pas, il appuyait un peu au hasard. C'est un peu le fruit du hasard, cette photo, quoi. Et quand lui n'avait pas vu que l'enfant avait... Était ligoté. Non, il ne l'avait pas vu. Et lui, quand il est sur place, il sait qu'il y a un enfant qui vient d'être repêché de la Vologne, mais il ne sait pas le contexte. Hein. Il ne sait pas que c'est un crime. Il ne s'en aperçoit qu'en développant les photos, en voyant que les pieds et les poings sont liés. Et là, il va apporter la photo au rédacteur en chef, à la rédaction en chef. Et là, il y a un débat, parce que même à cette époque-là, c'était quand même pas la routine de passer les enfants morts en une du journal. Et il y a un débat à la rédaction en chef pour savoir si on la passe ou pas. L'arbitrage, ça sera de la passer, quoi. Et c'est vrai que la photo a contribué à faire l'affaire, parce que dans la photo, on voit tout le machiavélisme du crime. Je trouve, quoi. Et ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est la méticulosité de ces nœuds, qui sont des nœuds de tisserand. Et ça, c'est presque intriguant. La personne qui a fait ces nœuds les a fait avec un soin qui est totalement déroutant face à cet enfant probablement décédé au moment où les nœuds sont faits. Donc ça fait aussi partie quasiment de la mythologie de cette affaire. Ça va être le déclenchement finalement d'une sorte d'électrochoc émotionnel dans l'opinion publique de l'époque. Nous sommes en 84. Catherine, vous y allez tout de suite, on vous dit, c'est pas une histoire comme une autre ? On se rendait compte à Paris, je veux dire, moi je me souviens de la réaction de ma rédaction en chef, de dire qu'est-ce que c'est que cette affaire. Et il y a quelque chose, mais c'est un minuscule détail qui m'a à l'époque frappé, parce que moi je ne suis pas partie le lendemain sur l'affaire, c'est un de mes collègues, et comme on le faisait dans tous les faits divers, on a cherché à trouver le numéro de téléphone des Villemain. Or, les Villemain étaient tous sur liste rouge, ce qui était anormal. Normalement, je veux dire, les gens qui sont sur liste rouge, c'est des avocats très connus, c'est des artistes, c'est des hommes politiques. Dans les années 80, effectivement, on ne se mettait pas spontanément sur liste rouge. Bon, et c'est des gens qui ont... Et moi, ça m'avait énormément surpris de découvrir qu'aucun des Villemain n'était joignable au téléphone et qu'ils étaient sur liste rouge. Maître Welser, et à partir de là, tout s'enchaîne. C'est cette pression médiatique. J'ai une anecdote. Ouais. Vous avez raison. Un enfant, ça a passionné, ému l'opinion. À l'époque, le 16 octobre 84, je suis avocat d'un magistrat alsacien qui est accusé de corruption. C'est rare. Il y a très peu de magistrats accusés de corruption en France. Ça fait la première page du Parisien libéré, ma chère Catherine Tardot, ça fait la première page de la presse, pendant une semaine. Et le magistrat, je le revois après, puisqu'il est accusé de corruption et d'autres choses, il me dit on ne parle plus de moi. C'est-à-dire que l'affaire Grégory a pris le pas. A pris le pas parce que tout le monde était ému par la mort de cet enfant. Maître Saint-Pierre, oui. Il y a deux événements qui sont très importants à ce moment-là. D'abord, c'est que Gérard Welser est un excellent avocat, un bon procédurier. Et il va réussir les fleurs quelque après chose les épines. J'attends la suite. C'est qu'il va faire annuler des expertises qui accablaient Bernard Laroche. Bon, le deuxième événement, c'est que Muriel Boll, qui a accusé Bernard Laroche, va être renvoyée chez elle par le juge d'instruction qui ne l'a pas inculpé, comme on disait à l'époque, et qui va, du coup, se rétracter. Et nous sommes là dans une situation où ce qui devait permettre la solution de l'énigme assez rapidement, eh bien, sera rendu totalement impossible, ce qui fait que, 34 ans après, nous en sommes toujours à discuter de cela. Et Gérard n'est pas d'accord. Vous avez invité deux avocats. Allez-y, vous avez votre minute. Une minute. C'est faux. Il n'y avait pas de rapport d'expertise. Il n'y avait pas de rapport d'expertise qui accusait Bernard Laroche, mon cher François Saint-Pierre. Ce que nous avons fait annuler, attendez, s'il vous plaît, Monsieur Sesma. Ce que nous avons fait annuler, ce sont les désignations des experts qui avaient été désignés par les gendarmes et non par le juge d'instruction. Les rapports d'expertise. Attendez, dans cette affaire, on va faire simple. Dans cette affaire, qui a écrit la lettre du 16 octobre 84 ? La justice a désigné 4 corbeaux. La lettre de revendication. La lettre de revendication du 16 octobre 84. Le colonel Argout, premier expert désigné par les gendarmes, avait désigné un monsieur Jacquel, qui a été mis hors de cause tout de suite.
2 experts ont été désignés par les gendarmes. C'était irrégulier. C'était Mme Jacquin-Keller et Mme Berrichon-Célène. Et qui ont dit quoi? Attendez, et qui ont dit attendez, je veux finir, François. Parce que le juge Lambert a Attendez, refusé je veux finir. Vous voyez qu'on est dans des choses très très pointues. Pour le grand public, il ne comprend pas. Il comprend juste qu'on annule. Christine Villemain a été également désignée et innocentée. Et dernièrement, Jacqueline Jacob a été désignée en nous disant, bon, il y a eu 4 corbeaux différents, c'est pas sérieux, et cette affaire, c'est la fin de l'expertise d'écriture. Et je finis sur Muriel. Muriel, elle a été, vous dites, le juge d'instruction Lambert l'a ramenée chez elle, mais lorsqu'elle est revenue le lundi 5 novembre, elle continuait à accuser Bernard Laroche. Jean-Michel Lambert a été avec Muriel Boll sur les lieux, elle ne reconnaissait rien, et elle s'est rétractée le 6. Donc, au lendemain du week-end, elle a continué à maintenir ses accusations. Christophe Dubois, on voit bien que c'est ça, c'est ces rebondissements, ces retours en arrière qui aussi en font une affaire totalement atypique. Alors, sur le plan médiatique, ce qui est très frappant, c'est que les médias vont se diviser en 2. Il y aura les pro-Laroche et les pro-Christine Villemain. Et ça, c'est vrai que c'était du jamais vu, je pense, de voir à ce point. Puis des médias. C'est une sorte d'affaire Dreyfus de la justice, quoi. On est vraiment là-dessus. Se sont formés des chapelles et qui se perpétuent encore aujourd'hui. C'est assez frappant de voir qu'il continue à y avoir effectivement des... On s'enferme, vous dire, le monde de la presse, l'opinion publique, et on s'enferme. On s'enferme. Depuis 34 ans, on dit si c'est pas Bernard Laroche, c'est Christine Villemain. Si c'est pas Christine Villemain, c'est Bernard Laroche. C'est binaire. On ne sait pas, personne ne sait. Et votre question, saura-t-on un jour? Ça fait 20 ans que je dis, malheureusement, comme les constatations matérielles de départ ont été faites comme elles ont été faites, malheureusement, sauf preuve scientifique, je crains, malheureusement... On va en parler. Christophe Dubois, Christophe Gobin, est-ce que c'est justement cette pression de la presse qui, quelque part, a mis tellement une pression sur le judiciaire, sur les enquêteurs, qui a totalement, on va dire, perturbé, bouleversé, et fait en sorte que ce n'est pas une enquête qui s'est déroulée comme elle aurait dû se dérouler? C'est évident, et ça a aussi mis la pression sur la population et sur les témoins. Si on voulait résumer, ceux qui avaient des choses à dire ne parlaient pas parce qu'ils avaient peur de l'ampleur médiatique, et ceux qui n'avaient rien à dire et qui pouvaient dire n'importe quoi et manipuler les juges ou les gendarmes ou ensuite les policiers parlaient. Donc c'était satisfaisant pour personne. Il y a beaucoup de témoignages sous X dans ce dossier. Ça, c'est aujourd'hui, et ça, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire que ce que dit je crois, le commandant Chaillan, c'est ça à l'époque, est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment de la relance de l'affaire, il y a beaucoup lorsque les gendarmes vont, par exemple, autour de la maison où a grandi Muriel Boll, pour essayer de vérifier, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a pu y avoir, lorsqu'elle est revenue de son passage chez le juge ou à l'ami Bernard Laroche... Une pression familiale, c'est toute la question pour qu'elle change de version. Donc les gendarmes vont sur place pour essayer de vérifier, ils refont le tour du voisinage et ils font un procès-verbal que j'ai rarement vu, où ils disent, voilà, on a discuté avec Monsieur X, qui nous a dit qu'il a été traumatisé par cette affaire il y a 30 ans et qu'il ne veut absolument plus entendre parler de nous. On va voir Madame Y qui nous dit, effectivement, on a entendu des choses, etc. Et le procès-verbal se termine, bien évidemment, cette personne ne veut pas non plus déposer. Et ça, on est en juin, après 2017. Et il y a aussi beaucoup de témoignages sous X. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même des témoignages qu'on voit en général plutôt dans les affaires de criminalité organisée, qu'on peut voir dans les dossiers corses, dans le sud de la France. On a peur des représailles, finalement, dans ce type de dossier. Donc là, on rejoint la gens promiscuité. Aussi, tous. Vous savez, les Vosgiens ont été montrés, à l'époque, et parfois, comme des gens arriérés. On les a traînés dans la boue d'une manière injustifiée. On avait Philippe Seguin, à l'époque, qui était député... maire d'Épinal, oui. Était intervenu pour dire, écoutez, ça suffit, arrêtez de montrer uniquement les Vosges sous un aspect défavorable. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Christophe Gobin, vous qui travaillez pour la liberté de l'Est, forcément, vous consacrez toujours beaucoup d'articles à cette affaire. Est-ce que les gens, il y a vraiment une sorte de ras-le-bol épidermique presque? Oui, il y a un ras-le-bol épidermique. En tout cas, dès qu'ils voient arriver un journaliste, il y a une méfiance spontanée. Ce qui n'était pas le cas au début, quand même. On peut le voir dans la série documentaire. Il y a quand même beaucoup de gens, et même des principaux protagonistes, les frères Villemain. On voit même Jean-Marie, à un moment donné, avant de se rendre à je ne sais quelle convocation, discuter le coup avec les journalistes, totalement inimaginable maintenant. Totalement inimaginable maintenant. Ils se sont complètement refermés, à juste titre, parce que les journalistes n'ont pas forcément été tous très corrects avec les gens de la vallée de la Vologne, que ce soit dans les articles ou même dans le contact homme à homme, parce que souvent, quand les journalistes partaient d'une maison, ils raflaient toutes les photos avec. Il y en a certains ils arrivaient parfois avant les gendarmes, d'ailleurs. Je crois que c'est le journaliste de Paris Match qui a réussi à aller avant vous-même, gendarme. Il y a d'ailleurs plus de journalistes que de gendarmes quasiment à enquêter, à devenir presque... Il ne faut quand même pas être trop exagéré, ça ne nous a pas empêché de faire notre travail. Non. Et il y a eu des phases essentielles de l'enquête.
où on a réussi à s'échapper de la pression médiatique. La réunion qu'il y a eu à Nancy avec les experts, aucun journaliste en a parlé. La première garde à vue de Marie-Ange Laroche et de son mari Bernard Laroche, elle n'a pas du tout été filmée. On a monté un stratagème, on a amené les journalistes ailleurs. Moi, ce que je voudrais quand même dire concernant la presse, c'est qu'il faut... Vous disiez tout à l'heure, c'est 50-50, il y avait les pour et les anti-Villemain. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu, pendant les années 85-86, il y a eu une campagne médiatique incroyable qui s'est développée contre Christine Villemain. On ne peut pas dire que c'était qu'il y a eu les mêmes choses avant. Ça, c'était comme des choses. C'est là qu'on se dit que c'est une affaire hors norme. On a pour qu'à un moment donné, l'éditorial, enfin la tribune inadmissible dans Libération de cet écrivain Marguerite Duras. Marguerite Duras qui vient accuser Christine Villemain. Non, elle l'accuse pas. Sublime, forcément sublime, elle décrit comment Christine Villemain aurait... c'est inadmissible. Elle décrit quasiment des événements. Christophe Dubois, vous qui connaissez bien les affaires judiciaires, c'est vraiment votre créneau. C'est incroyable, c'est à un moment donné, tout dérape finalement dans cette affaire. Il y a une forme d'hystérie. Et quand on regarde ces images d'archives, on blâme beaucoup les chaînes d'infos continues, mais je pense qu'elles n'ont rien à envier à ce qui s'est passé à l'époque. C'est vrai que ces caméras qui sont très... Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elles sont très proches des visages des différents protagonistes. Et je peux comprendre que ce soit ressenti comme une agression, enfin, comme une espèce de viol. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'hystérie qui s'est emparée. Moi, je suis étonné de voir que les journalistes sont quand même effectivement au courant de la moindre convocation. L'enquête se fait effectivement, sauf qu'il n'y a pas encore des chaînes d'information continue, mais se fait quasiment en direct. Et puis, plus le temps passe, plus finalement chaque protagoniste de l'affaire a envie d'être celui qui va découvrir la vérité. On va revoir un extrait justement des carnets intimes du juge Simon, où on sent bien qu'il est habité par cette idée « il faut que je trouve la vérité ». C'est vraiment l'affaire de ma carrière. Difficile, humainement tragique, génératrice de passions exacerbées. Terminer sur une telle affaire doit me conduire à découvrir enfin la vérité. J'ai en face de moi l'une des plus grandes énigmes de notre époque qui entrera dans l'histoire judiciaire. À moi de la dénouer. Le juge Simon, c'était le deuxième juge dans cette affaire. Est-ce que vraiment il était obsédé par cette quête de vérité, pour ceux qui l'ont connu? Le terme obsédé est un peu excessif. Moi, je pense que c'était quelqu'un qui était habité par son devoir. C'est un grand magistrat. Et honte à ceux qui veulent salir sa mémoire. Parce que c'est vraiment un grand homme. Cet homme-là, alors effectivement, dans le film, on insiste sur son investissement personnel. C'est ce qu'il raconte dans ses cahiers intimes. Oui, donc c'est lui qui livre sa part d'intimité aussi. C'est inouï, c'est vrai, d'avoir ces carnets. Mais il ne faut pas oublier tout le travail judiciaire qu'il a fait. Et aussi que son successeur, ça c'est pas dit dans le film, c'est un reproche que je ferai au film, on oublie le président Martin. Qui vient juste après le juge Simon. Qui reprend le travail du président Simon, qui travaille plus de temps sur le dossier que le juge Lambert lui-même. Le président Simon, lui, en gros, il innocente Christine Villemain, mais le président Martin va plus loin. C'est lui qui recueille d'autres témoignages autour, par exemple, de Madame Clodon. Et c'est lui qui finalement finalise cet arrêt de février 93, dans lequel il est écrit, outre l'innocence à 100% de Christine Villemain, qu'il existe, et ça c'est important, qu'il existe à l'encontre de Bernard Laroche, alors même que l'intéressé est décédé. C'est fort que d'écrire ça dans un texte, qu'il existe à son encontre des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. Ça, et tout le problème de l'affaire Grégory se trouve là. Oui, Maître Welzer, est-ce que vous aussi, vous êtes encore... Quelle place ça occupe cette affaire dans votre vie? Vous aviez 29 ans, 34 ans plus tard. Est-ce que là aussi, il y a cette quête? Est-ce que c'est une affaire qui vous prend la tête? Écoutez, le temps passe, mais vous voyez, il y a un an, j'étais devant ma télévision, nous étions en 2017, en mai 2017 ou juin 2017, pour frais ouverture, on va trouver. Et j'entends M. Sesma venir dire, mais M. Martin, il disait que la France, l'État français a été condamné pour faute lourde par la Cour d'appel de Versailles pour avoir justement instruit contre un mort de manière non contradictoire. Donc c'est pas fort, M. Sesma, c'est surtout anti-juridique et c'est interdit par la loi. Alors, vous voyez, on va pas recommencer. On va pas revenir sur ce point-là, s'il vous plaît. On était donc, sur... Pour répondre précisément, Mme Gessler, à votre question, depuis un an, moi, c'était une affaire douloureuse.
savez, lorsque vous faites sortir de prison quelqu'un qui a été innocenté par des Bernard experts, Laroche. par le juge d'instruction, qui se fait assassiner, croyez-moi, c'est très douloureux. Cette affaire, depuis plusieurs années, c'était fini. Et puis, il y a un an, je vois à la télévision réouverture de l'instruction. Et je me dis, ils doivent avoir trouvé quelque chose. Marie-Ange Laroche était contente. Elle me dit, oh, on va enfin trouver. J'étais plus méfiant et plus prudent. Et puis, en fait, on s'aperçoit un an après qu'il n'y a rien. Et que malheureusement, je le pense, ça va finir par un nouveau fiasco avec un mort de plus, Jean-Michel Lambert. Le juge qui s'est, lui, suicidé et quand il y a eu la réouverture du dossier ne l'a pas supporté. Le juge Lambert, c'est à vous qu'il a envoyé finalement sa lettre testament, hein, Christophe Gobin. Lui aussi, c'était un homme, on l'a beaucoup critiqué, mais lui aussi, il a été obsédé par cette affaire. A priori, oui. Enfin, moi, je l'ai connu à un moment en 2004 où je pensais qu'il avait décroché. Ouais, qu'il avait décroché, qu'il avait du recul par rapport à ça. C'est d'ailleurs ce qui m'avait séduit chez lui, quoi. Hein. C'était le fait que de tous les protagonistes que j'avais pu rencontrer, c'est celui qui me semblait avoir le plus de recul, qui était capable de faire un mea culpa, une autocritique, quoi. Et bon, voilà, ça me semblait plutôt intéressant, quoi. Et je pensais que, parce qu'il y a un tombereau de critiques qui lui sont tombés dessus et qu'il a été transformé comme étant le seul responsable quasiment ou le responsable en tout cas originel de tout le fiasco, quoi. Et avec des mots assez durs contre lui. Hein. Donc, visiblement, il avait réussi à surmonter ça. Et pour moi, je pensais qu'il n'était pas si obsédé que ça par cette affaire. Mais bon, la suite, effectivement, a démontré que je me plantais totalement, quoi. Et l'annonce de son suicide, c'était un truc complètement autre, quoi. C'était plus qu'une surprise, quoi. Christophe Dubois, c'est ça la spécificité aussi de cette affaire, c'est tous ceux qui s'y collent, veulent se dire, c'est moi qui vais trouver la vérité, qui vais enfin trouver la vérité. Il y a fatalement une empathie extraordinaire. Et c'est vrai que le juge Simon, il a notamment le président Simon, il a entre ses mains le dossier, donc il a les photos de cet enfant qui est allongé, c'est l'incarnation de l'innocence absolue. Donc effectivement, qu'on soit habité à un moment donné par l'idée de trouver ce que les autres n'ont pas trouvé est légitime. Et on voit que ces personnages, et c'est tout l'intérêt de ce film, c'est de montrer la complexité des uns et des autres. C'est que le juge Lambert, vous le disiez vous-même, on pensait qu'il avait tourné la page, et ben non, pas tant que ça. Le président Simon, c'est l'intérêt de ses carnets, c'est de montrer aussi la complexité du psychisme. Et c'est vrai que c'est devenu une croisade et qu'il faut garder une distance. Et c'est ce qui est frappant, c'est que... Et votre film a corrigé une injustice vis-à-vis du juge Lambert. Depuis 34 ans, on dit que le juge Lambert a renvoyé aux assises Christine Villemain qui a été innocentée. Non, non. C'est la cour d'appel de Nancy qui, saisie par le juge Lambert, après une audience, avait décidé, et ça a été cassé par la Cour de cassation, elle a été innocentée. Et voilà, votre film a corrigé cette inexactitude. Le juge Lambert, j'ai dans mon livre fait un chapitre, le bouc émissaire. Vous savez, on l'a chargé beaucoup de mots. Il y a le juge Lambert, on l'a chargé de tous les mots. On a nommé le juge Simon. On a vu que le juge Simon, dans ses carnets, dit que c'est un complot socialo-communiste. Va prier la Vierge Noire. C'est-à-dire que dans sa volonté de bien faire, il y a un moment... Il est dépassé, mentalement dépassé. Et le troisième magistrat de Dijon, il y a un an, cette présidente de chambre d'instruction, va mettre en examen Muriel Boll, les époux Jacob, etc. Et la première décision qu'elle prend 32 ans après est annulée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut faire attention. C'est vrai que l'un des faits marquants, c'est que c'est peut-être l'un des derniers faits divers sociaux. Enfin, il y a cette dimension forte, effectivement. Bernard Laroche, défendu par un avocat qui est l'avocat du Parti communiste. En face, on a Jean-Marie Villemain, qui est défendu plutôt par un avocat très proche des idées de la droite forte. À l'époque. Et donc, on voit bien qu'il y a une ligne de partage médiatique, il y a une ligne de partage politique. Donc, il y a effectivement tous les ingrédients qui font qu'on est dans une France quasi divisée. Et le juge Simon, dans ses carnets, s'en prenait à Robert Badinter, qui a été un exemple de qualité de garde des Sceaux. Donc on voit bien que tout se mêle, qu'il y a du passionnel dedans. Dans cette tragédie, il y a forcément aussi de la passion, avec cette question qu'on se pose toujours 34 ans après. Saura-t-on un jour la vérité? Alors, il y a eu un élément d'actualité il y a quelques temps, c'est que le Conseil constitutionnel a, le 16 novembre dernier, considéré que la garde à vue de Muriel Boll en 84 était anticonstitutionnelle, parce qu'elle n'avait pas d'avocat à l'époque, durant sa garde à vue. La Cour de cassation doit se prononcer, je ne me trompe pas, vous me dites, le 22 janvier pour dire oui, c'est inconstitutionnel ou pas.
Mais c'est pas ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, il ne parle pas de la garde à vue. Il parle de l'ordonnance de 1945. Pour dire les choses simplement. Alors, dites-moi, pour que ça soit clair et qu'après on part sur des bonnes bases. Les avocats de Muriel Boll ont demandé au Conseil constitutionnel de statuer sur la législation qui était en vigueur en 1984. C'est leur rôle, très bien. Le Conseil constitutionnel a dit qu'effectivement, à l'époque, cette législation n'était pas constitutionnelle, puisque, comme vous venez de le dire, les mineurs n'avaient pas d'avocat avec eux pendant leur garde à vue. Et maintenant, la Cour de cassation va devoir, avec cette décision du Conseil constitutionnel, statuer sur la décision qu'a rendue il y a peu la Cour d'appel de Dijon, qui n'a pas répondu sur la question « est-ce que la garde à vue de Muriel était correcte ou pas ?» Vraisemblablement, mais attendons le 22 janvier la décision de la Cour de cassation, elle va demander à une nouvelle Cour d'appel de statuer sur le fond de la procédure. Et là, on va en discuter. Mais je voudrais vous dire une chose. Donc ça peut prendre des mois. Vous êtes juste en train de me dire que ça peut prendre des mois. Quelques mois, mais ce qui est très important, contrairement à ce que disent les avocats de Muriel, ça ne change rien. Alors moi, je voudrais juste, avant que vous me donniez votre point de vue d'avocat, je voudrais juste savoir, si on annule la garde à vue de 84, ça veut dire qu'on retire tout ce qu'elle a pu dire. Justement, pas du tout. On retire tout du dossier? Non. Mais expliquez-moi juste comme si je vais vous dire pourquoi. Muriel est auditionnée par les gendarmes et elle explique les choses, qu'elle est allée avec Bernard Laroche récupérer un enfant, etc. Et c'est pour cette raison que les gendarmes la placent en garde à vue. Et elle répète son histoire par la suite. Par conséquent, on peut considérer qu'effectivement, la justice pourrait annuler la garde à vue de Muriel Boll, mais pas ce qu'elle a dit avant. Qui était avant. Et par conséquent, le propos de Muriel reste intact dans la procédure. Alors Maître Belzer en face va me dire le contraire. Alors, mon cher François, moi, vous savez, on ne va pas faire un débat d'avocats. Je suis content que dans notre pays, il y ait des sages au Conseil constitutionnel. Je suis content que dans notre pays, il y ait des sages à la Cour de cassation pour mettre fin à ce fiasco. Il y a eu une victime de plus. Il y a eu un discrédit de plus. Les sages du Conseil constitutionnel, ils ont dit quoi? On ne va pas faire la procédure, les gens qui nous regardent. Ils ont dit quoi? Une gamine de 15 ans qui est en classe de transition à l'époque et qui se fait mettre en garde à vue, alors que ses parents ne sont pas là, alors qu'elle n'a pas d'avocat, il y a un problème. Voilà ce qu'il dit le Conseil constitutionnel. On verra ce que dit la Cour de cassation. Mais ne disons pas que ce dossier va être annulé pour des raisons de procédure. On touche le fond. Vous savez, un adulte qui est en garde à vue, François Saint-Pierre, vous le savez, vous êtes un expert en procédure pénale et un bon auteur. Un adulte qui est mis en garde à vue, même avec un avocat, il a déjà du mal. Alors, je ne vous dis pas une gamine de 15 ans. Et d'ailleurs, le chef Gillet, chef de la brigade des recherches des Vosges à l'époque, il a ramené Muriel Boll. Il a été entendu par M. Simon. Et dans sa déposition, le chef Gillet dit « J'ai jamais cru à ce qu'avait dit Muriel Boll ». On peut refaire l'histoire aussi derrière. Christophe Dubois, on sent bien quand même que le nœud, c'est bien autour de Muriel Boll que vous avez rencontré, bien avant qu'elle ne sorte son livre « Muriel Boll, briser le silence ». On voit bien que c'est cette garde à vue de 84 qui est sans doute le nœud de tous les errements ou de toutes les impasses de cette affaire. C'est évidemment un témoignage clé, puisqu'en fonction de ce que l'on retient de ce témoignage, ça oriente l'enquête considérablement. Nous, ce qui nous a frappé avec Pierre Hurel lorsqu'on l'a rencontré, effectivement, c'était avant la promotion de son livre, c'était chez elle, d'ailleurs c'était dans les Vosges, donc on était dans un climat différent. C'est de voir à quel point l'évocation de cette affaire est une douleur, est un traumatisme. Après, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de cette journée et de ce fait, Muriel Boll pleure. Elle est une... Je voudrais qu'on revoie justement un extrait de votre documentaire, votre rencontre avec Muriel Boll, chez elle, dans sa maison, dans son village des Vosges. Est-ce que vous comprenez que Jean-Marie et Christine Villemain continuent à chercher la vérité sur l'assassinat de leur fils? Bien sûr que je comprends. Je serai à leur place, je ferai pareil. Je chercherai. Mais ils n'ont pas à s'acharner comme ça. Ils s'acharnent sur Bernard, il est innocent, donc... S'ils étaient devant vous, Jean-Marie et Christine Villemain, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais je ne sais pas, Bernard, je ne sais pas moi. Je comprends leur douleur. Il faut qu'ils se mettent aussi à notre place aussi. Hein. Parce que ma famille aussi, ils ont souffert autant qu'eux. Hein. Voilà, on a vraiment le sentiment que Muriel Boll est prisonnière de cette histoire depuis ses 15 ans. Ce qu'elle nous dit, finalement. Mais Catherine. Alors,
Je ne sais pas quand Muriel Boll a dit la vérité. Je ne sais pas quand elle a menti. Mais il y a une chose qui me paraît quand même certaine, c'est que ça fait 34 ans qu'elle répète la même chose. Elle s'est enfermée dans ce qui est peut-être un mensonge ou ne l'est pas. Parce que vous, votre thèse, c'était l'amnésie traumatique, peut-être le choc qui fait qu'à un moment donné, on zappe quelque chose. Oui, c'est un phénomène connu chez des mineurs qui subissent des violences fortes, chez les soldats qui subissent des traumatismes de guerre. On efface effectivement une partie de l'histoire. Alors c'est d'autant plus frappant, effectivement, cette peut-être mémoire défaillante, c'est qu'il y a un ou pas évidemment, il y a un épisode qui est assez intéressant, c'est que Muriel Boll évoque dans son livre une tentative de suicide qu'elle aurait faite et qu'elle le situe en fait à deux temps différents. Et lorsqu'on l'a vu, elle l'a situé à un temps qui n'était pas forcément celui qui était celui de l'époque. Et lorsqu'elle nous le dit, elle le dit avec un extrêmement naturel. Donc je ne sais pas si elle se trompe, mais elle le dit. Et moi, je crains qu'à l'époque, elle ait fait plusieurs tentatives. Parce que je me rappelle, moi, que Paul Pron, à l'époque, qui était en contact avec la famille, elle a fait plusieurs tentatives. Mais avec le même mode opératoire ? Je ne sais pas. Parce que là, c'est le même mode opératoire, c'est de se mettre sur un train. 34 ans après. Vous savez, c'est le problème. On est en train de nous dire, 34 ans après, mais le témoin, attendez, elle-même ne s'en souvient plus. Ouais. Elle-même s'en souvient plus. Comment ? Et alors, ce que je voudrais dire sur Muriel Boll, quand même, rendez-vous compte quand même, les juristes et les non-juristes vont comprendre. Voici quelqu'un qui a été en garde à vue les 2 et 3 novembre 84. À 15 ans. À 15 ans. Classe de transition, etc. 34 ans après, on vient la revoir, on lui dit « Coucou, c'est encore nous, on n'a pas fini la garde à vue ». On la remet en garde à vue pour le reste des heures, on la met en prison. La juge qui la met en examen, qui la met en prison, préside la cour d'appel qui vérifie si le travail est bien fait. On a un vrai problème, qui est légal, mais on n'aurait jamais dû faire ça. Donc là, c'est une vie brisée et ça ne s'arrête pas pour elle comme pour tous les protagonistes de cette affaire. Ce qui est très important, c'est que ce ne sont pas Jean-Marie et Christine Villemin qui s'acharnent sur Muriel. Il y a une mécanique judiciaire qui est ainsi faite. Moi, je voudrais vous dire une chose, et je le dis avec l'autorisation de Jean-Marie et de Christine. C'est que nous ne pouvons pas penser que Muriel, accompagnant Bernard Laroche récupérer Grégory, ait été consciente du crime qui allait se commettre. D'accord ? Par conséquent, on ne peut pas imaginer que Muriel soit coupable d'un crime. En revanche... De toute façon, elle dit qu'elle n'y était plus, qu'elle n'y était pas. Nous sommes, en ce qui nous concerne, convaincus que la parole de Muriel a été bridée, entravée par sa famille, et puis je voudrais dire aussi par... les avocats qui l'entouraient à l'époque. On voit tout de même dans le film, au procès de Dijon, Muriel Boll chaperonnée par Paul Prompte, l'avocat de Bernard Laroche. Alors on a comme ça une proximité des avocats de Bernard Laroche. C'est super grave ce que vous dites vis-à-vis de Muriel, vis-à-vis de l'autre partie. Bon, c'est un problème qui est important. On est là pour dire les choses telles qu'elles sont. Mon cher François Saint-Pierre n'était pas là, mais 34 après, on recommence. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose, on le voit dans le film. Les premiers experts désignés régulièrement en écriture, qui ont mis hors de cause avec certitude Bernard Laroche. Je parle de M. Buquet et de Mme de Ricci. Qu'est-ce qu'il a été dit à l'époque ? Qu'on avait, nous, les avocats de Bernard Laroche, payé les experts. Voyez-vous, mon cher François, 7 experts auprès de la Cour de cassation ont mis hors de cause Bernard Laroche. Donc là, on recommence. Le problème de Christine et Jean-Marie Villemin, je vous entends, François Saint-Pierre, ce sont des victimes. Le problème de Jean-Marie Villemin, et vous avez commencé dans cette émission par le dire, c'est qu'il a assassiné Bernard Laroche et que pour lui, il ne s'en sortira que si il se dit c'est forcément lui. Non, mais c'est pas ça la justice. Faux, il distingue parfaitement les choses. Il faut que l'on sache qui a tué. Donc vous nous dites qu'il y a de l'acharnement. Mais ne privilégions pas une piste sans vérifier. En tout cas, la justice continue son travail. Il y a combien d'enquêteurs qui travaillent encore aujourd'hui, 34 ans après, sur le dossier Villemin ? Je peux parler de l'affaire de la garde à vue parce que je suis quand même directement concerné. Je voudrais quand même dire quelque chose parce que c'est un point fondamental. Quand Muriel a-t-elle dit la vérité ? Moi, j'affirme que c'est chez nous qu'elle a dit la vérité. Premièrement, nous avons pris d'énormes précautions. Nous étions bien conscients que nous avions affaire à une fille de 15 ans. Nous avons fait attention à ce qu'elle soit préservée. Elle n'a pas été entendue pendant des heures. Elle a passé toute la nuit dans une chambre à part. La condition de sa garde à vue a été étudiée puisque Maître Welzer s'est assuré
de cela en portant plainte contre nous pour subornation de témoins. Le non-lieu a été établi en notre faveur, confirmé en appel, confirmé en cassation. Vous dites qu'il n'y a pas eu de pression, il y a eu respect de son statut de mineur. Attendez, je termine. Un, il n'y a pas eu de pression. Deux, on voit bien que son argument disant que les gendarmes ont fait son audition ne tient pas. Si ça avait été le cas, on aurait fait une audition qui aurait été parfaite. On se rend compte que dans son audition, il y a plein de trous. Pourquoi on ne lui fait pas dire qu'elle a vu, par exemple, Bernard Laroche sortir une lettre avec une enveloppe au moment de la poste, par exemple. Oui. Et troisièmement, et surtout, il ne faut pas oublier que ces aveux, plutôt ces révélations, parce que pour moi, ce ne sont pas des aveux, ces révélations sont confirmées par une vingtaine de personnes dans le dossier. Voilà, on va rentrer dans le dossier qui confirme, qui ne confirme pas. Je voudrais dire une chose, attendez, monsieur Sesma, parce que c'est ça la vérité. Je voudrais qu'on parle de maintenant, les pistes maintenant. Je dis toujours que l'erreur de bonne foi est souvent pire que la mauvaise foi. Sur la garde à vue de Muriel, vous étiez au procès de 93. C'est la première fois que nous avons pu, de manière contradictoire, interroger vos collègues. Muriel, depuis le début, dit « Il y a un gendarme qui m'a crié dessus en me disant « T'as couché avec Laroche ». Le gendarme, en 93, aux assises, je lui ai posé la question, il a confirmé qu'il avait bien dit ça. Si vous pensez que c'est une garde à vue normale, c'est votre raisonnement. On voit bien que le nœud est dans cette garde à vue, dans ses aveux et ses rétractations derrière. Aujourd'hui, concrètement, Christophe Dubois, il n'y a plus personne mis en examen dans ce dossier. Pourtant, il y a 1 an et demi, les médias disent « ça y est, on a trouvé, visiblement, il y a des mises en examen ». C'était le grand-oncle, la grande-tante, c'est ça, les époux Jacob, et Muriel Boll. Aujourd'hui, plus personne n'est mis en examen. Plus personne n'est mis en examen. Le dossier, d'ailleurs, est au ralenti. C'est la section de recherche de Dijon, donc ce sont des gendarmes qui sont chargés de ce dossier. Et un groupe d'enquêteurs a fait, jusqu'en juin 2017, un travail assez colossal. On a fait aussi appel à des spécialistes pour faire une analyse criminelle. C'est le logiciel Anacrime. Donc, ce qui a d'ailleurs ce qui a permis d'échafauder la théorie du crime collectif. C'est ce qui ressort de ce travail d'analyse. On en pense qu'on en veut, mais ça fait partie du dossier. Anacrime, c'est ce qui va mélanger les emplois du temps des uns et des autres, les éléments scientifiques. Et voilà. Et c'est vrai que la conclusion de cette étude, qui a été... Et c'est vrai que ce sont des moyens colossaux. Il y a donc c'est cette notion de crime collectif. Il y a aussi des moyens colossaux en termes de police scientifique, puisqu'on essaie de retrouver des ADN. Il reste quelques ADN inconnus sur les scellés, donc qui peuvent potentiellement désigner un coupable. Et là aussi, il y a un travail de collecte d'empreintes génétiques extraordinaire. On est allé refaire l'ADN, notamment des camarades de classe de Grégory Villemain. Au passage, d'ailleurs, on le demande, c'est presque tragique-comique, on leur demande s'ils ont quelque chose à dire sur le dossier. Bon, tous disent on avait 4 ans à l'époque. Donc on voit bien qu'il y a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est du jusqu'au-boutisme judiciaire, mais on met quand même des moyens hors du commun pour une affaire. Oui, mais aujourd'hui, pour vice de procédure, plus personne n'est mis en examen, on est bien d'accord. Oui. Absolument. Oui, mais ça, c'est juste pour vice de procédure. Oui. D'accord. Pour vice de procédure seulement. Alors, vice de procédure... Non, mais c'est la question que je pose. Vice de procédure. Pourquoi ces mises en examen ont été annulées? Vous savez, les vices de procédure... Robert Badinter disait les règles de procédure sont les sœurs jumelles de la liberté. La procédure, elle n'est pas faite de manière... Elle n'est pas faite... Non, mais il l'a reprise et il avait bien raison. Elle n'est pas faite comme ça. La juge d'instruction de Dijon, qui reprend le dossier 32 ans après, elle décide toute seule de mettre en examen. Ben ça ne se fait pas, il faut être 3. Et il y a plus d'intelligence dans 3 têtes que dans une. Et comment expliquer que quelque chose qu'elle doit connaître... Non, c'est pas si simple. La procédure n'était pas si claire que cela, sa décharge. Bon, elle a commis cette erreur, voilà. Ce qui est très important, c'est que la Cour de cassation va se prononcer, on en parlait tout à l'heure, sera fin janvier. Bon, après, c'est le procureur général qui prendra l'initiative ou pas de procéder à de nouvelles mises en examen. Ça n'est pas les Villemain qui le décident. Le procureur général nous a déclaré, quand on l'a interrogé, qu'il comptait le faire. Il compte le faire, il l'a dit. Alors, c'est pas parole d'évangile, puisqu'il nous l'a déclaré. La Cour de cassation laisse le dossier à Dijon. Très concrètement, qu'est-ce qui reste comme piste à explorer pour un jour peut-être connaître la vérité? Pour moi, enfin, assez simple, assez schématique. D'une part, il y a les questions de preuves scientifiques. Eh bien, Christophe Dubois disait à l'instant, il y a encore quelques profils génétiques qui n'ont pas été attribués à des personnes. Sachant que ces profils génétiques ont été comparés avec le noyau dur des suspects possibles. D'accord, donc si on trouve de l'élargir. Si on trouve un nom, ça voudrait dire que c'est un nom qui n'est jamais sorti du chapeau. Ce qui est tout à fait possible.
Donc peut-être quelque chose qu'on n'a jamais exploré. Il faut quand même bien voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas la vérité jusqu'à présent, 34 ans après. C'est parce qu'à l'époque, et je crois que c'est important de le dire, il n'y avait pas de police scientifique, ou très peu. L'ADN était peu collecté, il n'y avait pas de téléphone portable, donc pas de des journalistes qui étaient parfois etc., sur la scène de crime avant les enquêteurs, n'est-ce pas? Donc nous avions une enquête à l'ancienne où tout reposait sur les témoignages. Aujourd'hui, un crime comme celui-ci, à mon avis, les services d'enquête... Non, mais ce que je veux dire, Monsieur Cesma, peut-être le même niveau qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus dire qu'on était au Moyen-Âge et qu'il y avait que des aveux qui tombaient. Je dis simplement, un crime comme celui-ci aujourd'hui, vos services ne mettraient pas 48 heures pour l'élucider. Mais comme c'est un assassinat, il ne serait pas commis de la même façon. Avec le téléphone. Moi, ça... Ah, voilà. En tous les cas, donc, pardon. On ne sait même pas à quelle heure l'enfant est décédé, on ne sait pas exactement de Parce que l'autopsie a été très parcellaire aussi. Nous avons encore deux espoirs. D'une part, c'est que l'ADN parle. Donc, c'est 8 ADN qui n'ont pas encore été identifiés, mais ça veut dire donc qu'on sortirait du cercle familial sur lequel on travaille depuis 34 ans. Attendez, je vais jusqu'au bout. Ça voudrait dire ça? Oui. Le deuxième espoir, c'est que les langues se délient. Dans le film, il y a une séquence très intéressante où ce sont des jeunes ados de 10, 12, 14 ans. On va revoir justement cette et on en scène. parle après. Voilà, vous faites la transition, c'est parfait. Excusez-moi. C'est l'habitude des cours d'assises. Est-ce qu'on a une idée ici, un peu dans la cité, à Aumont-Zé, de mes parents, ils ont sûrement une idée, mais ils ne veulent pas me le dire. Vous croyez que tout le monde, un petit peu partout, se doute de qui peut être le corbeau ou l'assassin? Oui. Tout le monde a sa petite idée là-dessus? Oui. Et personne ne veut le dire, les gens n'en parlent pas? Non, ils n'aiment pas parler. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? C'est l'habitude ici de ne pas parler? Oui. Quand on sait quelque chose, on ne le dit pas trop, quoi. On le garde pour soi-même. Bon, ils ont une dizaine d'années, ces gamins, ils disent, bah oui, on a tous une idée d'eux. Alors bon, est-ce qu'ils se font mousser comme des ados se feraient mousser? Ou est-ce qu'il y a une vraie réalité? C'est-à-dire qu'on a peut-être transmis un secret? Peut-être y a-t-il des secrets de famille et que quelqu'un un jour parlera. Ça s'est vu dans d'autres affaires judiciaires, ça n'est pas impossible. Donc je suis en désaccord avec Gérard Velzer quand il dit, mais 34 ans après, qu'est-ce qu'on peut attendre de la parole des uns et des autres? On ne sait jamais, on ne doit jamais désespérer de l'honnêteté des gens. C'est pas normal que des familles gardent en elles le secret du crime de Grégory. Voilà. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, depuis 34 ans, les Français ont une idée de qui a fait quoi. C'est là le problème, c'est le degré zéro de la recherche criminelle. Une enquête criminelle, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une conviction. Une enquête criminelle, c'est des preuves, c'est de l'ADN, c'est des empreintes, c'est des traces de pneus, c'est tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas penser à un secret de famille qu'on a gardé bien enterré, on a 10 ans et on a entendu quelque chose. Vous savez, vous avez demandé aux uns aux autres, moi je vais vous donner, depuis 34 ans, on me dit, est-ce que tu sais? Non. Et je me refuse d'essayer de savoir. On n'est pas détective. Vous étiez gendarme, vous étiez capitaine. Mais on n'est pas détective, on n'est pas enquêteur. On a un dossier judiciaire. Est-ce que le dossier judiciaire a des charges sérieuses contre quelqu'un? Aujourd'hui, rien. Fiasco. Grégory mort, Bernard Laroche mort, le juge Lambert mort, le juge Simon qui a fait un incident de santé. Des dégâts humains considérables, un fiasco, des dépenses financières considérables, des dizaines de millions d'euros à l'heure où la justice crie misère. Alors oui, Jean-Marie Villemain, oui, Jean-Marie et Christine Villemain. Mais vous êtes en train de me dire qu'il faut à un moment donné abandonner tout espoir. Je ne dis pas abandonner, je dis pas abandonner, je dis de ne pas faire n'importe quoi. Voyez-vous, il y aurait peut-être eu quelque chose. Et je comprends Jean-Marie et Christine Villemain qui ont fait incinérer Grégory. Je comprends tout à fait, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse des expertises. Peut-être on aurait pu. Je comprends tout à fait leurs préoccupations. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils ont, attendez, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on travaille, qu'on fait des expertises scientifiques sur un corps d'une victime, on peut peut-être trouver des choses. Aujourd'hui, on ne peut pas. Si on trouve de l'ADN, d'X, d'Y, de Durand, Dupont, je ne cite personne, très bien. Si on trouve des empreintes, si on trouve quelque chose, mais venir croire qu'on va, par un témoin, faire quelque chose, je dis, vous savez, en tant qu'avocat de la famille Laroche, si moi je dis il faut arrêter tout, on va me dire vous avez peur. Vous avez peur. Oui, j'ai peur qu'il y ait de nouvelles victimes. Quand on a mis Muriel en prison, j'ai eu peur qu'elle se suicide. Quand on taxe une telle personne de telle chose, j'ai peur qu'il y ait de nouvelles victimes. Voilà ce dont Maître Saint-Pierre. Je redis que les vies humaines pensent qu'il est impossible que Muriel Boll ait été jamais consciente de ce qui s'est tramé et que par conséquent, ils ne demanderont jamais une condamnation de Muriel Boll. En revanche, ils attendent d'elle que son cœur s'ouvre
et qu'elle parle. Il s'est ouvert, elle a écrit un livre. Mais comment voulez-vous imaginer que cette femme qui a maintenant plus de 40 ans, qui répète la même chose depuis 34 ans, alors qu'il y a eu une pression de la famille ou pas de pression, elle dit... En admettant qu'elle ait menti. En admettant qu'elle ait menti. En admettant qu'elle ait menti, maintenant elle croit à son enfant. Personne ne sait si elle a menti ou pas, elle le sait. Simplement, pour revenir à ce que disait M. Sesma en disant qu'il y avait un témoin, non. Le chauffeur du bus s'était trompé. On ne va pas refaire le procès ici. Ce que je veux dire, c'est que 34 ans après, malheureusement, on a un système judiciaire qui, bon an, mal an, vous serez d'accord avec moi, François Saint-Pierre, fonctionne bien en France. Et de temps en temps, on a un dossier qui malheureusement jette le discrédit sur notre système. Ça vous arrange, maître, de dire ça, mais ce n'est pas... pas rien vrai. ne m'arrange, monsieur Mais Sesma. si, ça vous arrange. Et il faut arrêter l'hypocrisie, maître. Parce que vous donnez des leçons, mais vous êtes un peu responsable du fiasco qui s'est produit. Oui, bien sûr, j'étais avocat. Vous avez d'ailleurs, monsieur Sesma... Vous avez d'ailleurs, monsieur Sesma... Attendez, monsieur Saint-Pierre, vous êtes avocat de monsieur Sesma? Non, je voudrais simplement entendre ce que veut dire monsieur Sesma. On ne va pas refaire le passé, on va juste essayer de comprendre la suite. Christophe Dubois, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui connaissez bien les affaires judiciaires, est-ce qu'aujourd'hui, libérer une parole quand elle a été enfermée pendant 30 ans, ça s'est déjà vu? Alors ça, c'est déjà vu. Là, force est de reconnaître qu'avec Muriel Boll, si tant est qu'elle n'ait pas dit la vérité à l'époque, ça a été beaucoup essayé. Le président Simon, dans ses carnets, raconte qu'il a tout essayé. Donc voilà, je pense que cette piste-là, malheureusement, il va peut-être... Alors, est-ce que dans l'arbre généalogique, il y a une parole qui pourrait se libérer Par définition, il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose. Donc, la vraie urgence, en fait, c'est que cette génération qui est peut-être détentrice d'un secret, elle a aujourd'hui 70, 80 ans, et les gens disparaissent. De potentiels témoins ne sont peut-être déjà plus là. Et donc, c'est là où ce dossier devient fragile. Et c'est vrai que ça... Un des avocats de ce dossier m'a dit un jour, ce dossier devient un objet judiciaire non identifié. Et c'est vrai que, comme on parle de témoignages qui ont maintenant 34 ans, il suffit de les bouger des fois de quelques minutes pour que ça change tout. Il y a un crime qui mouline toutes les infos, change tout. Chacun y projette à un moment donné ses propres convictions. Donc c'est le travail de la justice de démêler tout ça. La vraie question, c'est jusqu'où doit-on aller? Est-ce qu'on doit faire une campagne de prélèvement d'ADN dans toute la Vologne? Ça sera une. Voilà, cette demande. Est-ce que ça sera acceptable? C'est à vous qui connaissez bien cette vallée de la Vologne. Si la justice le décide, que ce soit acceptable ou pas, ça se fera. Mais est-ce que les gens en parlent encore et se disent il faudra quand même qu'un jour on trouve cette vérité? Il y a, à mon avis, il y a le discours on, quoi. Et si vous les interrogez, vous vont dire non, quoi. On veut être tranquille, on veut qu'on nous foute la paix, on veut plus en entendre parler. Et en même temps, je suis persuadé qu'ils lisent les papiers, qu'ils sont intéressés et que dans le huis clos ou familial ou des maisons, ils s'intéressent forcément à ce qui se passe. Ils ont certainement aussi leur propre idée sur la chose, quoi. Donc c'est ambivalent, quoi. Alors, ils vont nous dire non, mais en fait oui, quoi. Bien sûr qu'ils auraient envie de savoir, comme tout le monde, ce qui s'est passé. Et pour la justice, la chose qui est un peu particulière, ce qui fait qu'on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, c'est Christine, quoi. C'est quelqu'un qui a subi la pire des choses, c'est de perdre son enfant, et en plus on l'a accusé de ça, d'être la meurtrière. On comprend que la justice ait envie à tout prix de lui offrir une réparation ou minimum la vérité, quoi. Donc on comprend qu'effectivement ça dépasse l'argent, quoi. Justement, Maître Saint-Pierre, on a vu dans ce film que Jean-Marie Villemain était très dans l'enquête. Comment est Christine Villemain? Est-ce qu'elle a sa vie, c'est celle de prendre un peu de recul, ou elle est toujours dans cette obsession de la vérité, ou elle a une autre façon de le vivre que son mari? Je ne dirais pas obsession de la vérité. C'est vrai que Jean-Marie connaît son dossier, travaille son dossier. Il ne demande pas d'enquête, contrairement à ce qu'on a pu dire par ailleurs, hein. Il travaille son dossier, il nous aide, nous les avocats, à travailler. Christine, elle a ses enfants, elle a son métier, elle prend une distance, mais elle est toujours présente lorsqu'on se voit pour parler de l'évolution de l'enquête. Bien entendu qu'elle veut savoir. Je crois qu'elle, comme lui, jusqu'à leur dernier jour, leur dernier souffle, ils voudront savoir qui a tué leur petit garçon. Voilà. Et c'est terrible. Et moi, vous savez, nous les avocats, vous voyez comme on est convaincus et passionnés pour défendre nos clients. J'ai fait la connaissance il y a 2 ans de Jean-Marie et de Christine. Leur premier regard, ce premier face-à-face, ces premières conversations, je m'en souviendrai toujours. Ils m'ont tout de suite convaincu de leur extraordinaire sincérité. Et j'en suis encore tout ému en y repensant. De sincérité, forcément, de parents qui ont perdu leur enfant. Exactement.
Et vous les avez vus dans leur cercle familial. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe encore leur quotidien? Ils ont des enfants qui aujourd'hui sont grands. Comment est-ce qu'on se reconstruit derrière c'est ce qui est merveilleux, hein, cette résilience, comme on dit, cette résilience, cette capacité à dépasser le malheur. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont pu reconstruire une vie sociale, familiale, qu'ils oublient le passé. Personne ne peut oublier ce passé. Il est hors de question de boucler cette enquête sans savoir qui a tué Grégory. Voilà. Ça sera le mot de la fin, qui est, j'imagine, le message de vos clients, les parents de Grégory. Merci beaucoup. C'est une affaire complexe, passionnelle, qui est très compliquée, finalement, parce que c'est 34 ans de procédure avec le travail des gendarmes, des avocats, des journalistes, et puis 34 ans après, eh bien, ce très beau documentaire, La malédiction de la Vologne, que, bien sûr, vous pouvez revoir sur le site de France Télévisions. Merci à vous. Je vous laisse avec toute l'équipe du Soir 3. Bonsoir.